Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On verra la clôture weekly, je vous ferai un cours sur l'order flow, le footprint. Ok, on verra en détail ici comment on pouvait localiser qu'on était potentiellement sur une zone où, alors pas spécialement de retournement, mais qu'on trouverait un top de marché temporaire. Pour combien de temps on peut pas le savoir, mais je vous montrerai des indications qui nous disaient ok, là on a des acheteurs qui sont fait absorber par des vendeurs, ok, des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Donc on verra ça par la suite. Et voilà, on fera une analyse assez détaillée avec, comme je l'ai dit, un cours sur l'order flow. La dernière fois, je vous en avais fait un, vous avez bien aimé ça. Même si c'est assez technique, difficile à comprendre, je vais essayer de vous faire un bon récapitulatif et de faire au plus clair. Alors, en weekly, on va avoir une autre clôture qui arrive dans 1 jour et 11 heures, là. Ça serait bien de clôturer au-dessus des 31 000 $, ok, d'avoir une clôture nette au-dessus de ce niveau-là. On est toujours dans une dynamique haussière en weekly, avec des creux de plus en plus haut. Et voilà, comme je l'ai dit, ça serait bien de passer au-dessus de ce niveau-là, d'avoir une clôture nette. Ça nous montrerait que ici tous les vendeurs qui sont rentrés ici ont la tête sous l'eau. Il y en a qui ont déjà clôturé leur position, parce que ici on a eu un short squeeze, ok. Alors ce mouvement-là, certes, il a été provoqué par des acheteurs, mais aussi par de la liquidation de short. Parce que je vous rappelle, quand vous êtes shorter, pour clôturer votre position, vous êtes un futur acheteur. Donc, vous poussez le prix à la hausse au moment où vous sortez de position. Donc, ça serait bien d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là pour piéger pas mal de vendeurs, bien que la plupart actuellement ont la tête sous l'eau. Mais d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue tout simplement dynamique de prix, pour avoir une poursuite de cette tendance haussière, il nous faut une clôture au-dessus de ce niveau-là. Pour le moment, on est potentiellement dans un range, ok, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans un range. Alors pour combien de temps est-ce qu'on va avoir une cassure à la hausse, est-ce qu'on va repartir en bas de range, ça je ne peux pas le savoir. On a une prise de liquidité et à l'heure actuelle, c'est difficile de se positionner, que ça soit en long ou en short. Alors sur du court terme, il y a toujours des opportunités. Voilà un exemple avec Ether. Là sur du 15 minutes, on avait une bonne tendance qui était haussière sur les unités de temps supérieures. On était sur support au niveau de nos tunnels 15 minutes qui faisait bien office de support. On structure ici un W, on vient chercher notre ligne de coup, voilà, target de 2 pour 1. Là c'était c'est le genre de setup qui peut s'enclencher sur du court terme. Maintenant sur du 4 heures à daily, je ne chercherai pas à l'heure actuelle à long ni à short le marché. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne chercherai pas long parce qu'on est sur support, on est sur résistance pardon. On est sur un haut de range, on est sur résistance et on ne cherche pas à anticiper la cassure de ce niveau-là. Je ne sais pas si on va la casser, donc moi je ne peux pas chercher à long. Si je veux long, éventuellement j'attends une cassure à la hausse, un pullback, et là ok, je peux jouer le pullback, mais je peux pas me positionner en long à l'heure actuelle. Maintenant, vous allez me dire ok, mais du coup, tu le dis assez souvent, qu'on est dans un range, on a une borne haute qui est la résistance, une borne basse qui est le support, ok, pourquoi tu ne chercherais pas à short ? C'est sûr, sur résistance, on va privilégier les shorts. Maintenant, on a un momentum, un flux qui est très haussier, d'accord ? Sur du 4 heures, on a toujours une dynamique qui est haussière, la dynamique du prix haussière avec des creux de plus en plus haut. Donc, pour le moment, il est hors de question pour moi de shorter le marché. Là, si vous shortez, vous faites de la contre-tendance. Donc voilà, c'est pour moi ici, il n'y a rien à faire. On patiente tout simplement de voir qu'on ait une résolution à la hausse ou à la baisse, mais on patiente. On a toujours cette zone d'imbalance ici, qui peut amener à être comblé. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%. Ça, c'est les zones d'imbalance, on en parle assez rarement, d'accord. C'est pas, voilà, il y en a pas tout le temps de toute façon des équilibres de marché comme ça, parce que c'est pas tout le temps que le cours il va pump, mais méfiance de pas se dire ok, c'est comme les gaps sur le Bitcoin CME, d'accord. C'est comme ces gaps ici. Voilà, ici on a un gap qui est ouvert, ok. Ces gaps là, on vient assez souvent les combler, comme ici. On est venu le combler, voilà, c'est des zones qu'on vient combler assez souvent. Voilà, ce gap là, on est venu le combler, ok. Voilà, ce gap là, il doit être comblé un jour, mais c'est pas du sûr à 100%. Voilà, ici on est venu combler le gap à la perfection, ok. Voilà, mais attention, comme je dis, c'est pas parce que on a un gap, ok, donc on a un déséquilibre de marché, ok, c'est pas pour ça que c'est du sûr à 100% qu'on va venir le rechercher. Et ça, j'en vois beaucoup quand il y a le gap CME ou quand il y a la zone d'imbalance qui nous disent ok, c'est sûr, le prix va revenir chercher là. Est-ce qu'on est revenu chercher cette zone d'imbalance? Est-ce qu'on est revenu chercher cette zone d'imbalance? Non, c'est pas du sûr et certain. C'est des zones que vous devez prendre en compte dans votre analyse, mais vous devez pas vous dire ok, c'est sûr qu'on va revenir chercher ce niveau-là. Donc ça, c'était de toute façon, le prix peut revenir chercher ce niveau-là, qui sera toujours en tendance haussière. Selon moi, ici on a cassé des gros niveaux, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, ok, et voilà. Nos tunnels 15 minutes, nos tunnels 1 heure et nos tunnels 4 heures, c'est des bonnes zones au cas où on a un repli,
d'accord, pour potentiellement jouer une continuation de notre tendance haussière. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Pour le moment, la tendance reste haussière. Alors certes, on a une perte de momentum ici en 4 heures. On fait cette impulsion haussière est moins accompagnée par les acheteurs, on voit qu'on fait une divergence baissière, mais attention, pareil, sur le RSI, sur le MACD, quand vous avez une divergence, qu'elle soit haussière ou baissière, attention, c'est pas pour ça qu'on est sur un top de marché. Une divergence, ça nous indique un affaiblissement. Ici, dans le cas ici, un affaiblissement acheteur. C'est pas pour ça qu'on a une fin de tendance haussière et une tendance baissière. Qu'est-ce qui nous montre qu'on a une tendance baissière? C'est la dynamique de marché. Si on commence à instaurer des creux, des sommets de plus en plus bas, là oui, la dynamique sera baissière. Mais une divergence baissière, ça nous indique, ok, affaiblissement des acheteurs, on rentre potentiellement dans un range. Comme ici on avait en 1 heure, divergence baissière, affaiblissement du coup des acheteurs, on rentre dans un range. Ici, on rentre dans un range, ok? Comme on avait ici. Première impulsion haussière, seconde, troisième, on voit qu'on a un affaiblissement, déjà rien qu'en regardant le prix, ok, cette troisième impulsion est plus faible que les autres. Et là, sur le MACD, divergence baissière, seconde divergence baissière. Est-ce que ça nous indique qu'on est sur un top de marché? Non, ok, ça nous indique on est dans un range, on va potentiellement avoir un affaiblissement, enfin on a un affaiblissement des acheteurs, et voilà. À quel moment on parle de top de marché? C'est si on a une clôture par exemple au-dessus de ce niveau-là, qui nous montrerait là, ok, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ici on n'a pas eu de clôture. Et là dans ce cas-là, si on a une clôture, on peut dire ok, là la dynamique s'inverse. Mais très important, le MACD, le RSI, quand on a une divergence, ça nous dit pas ok, c'est le top, ok c'est le bottom. Ça nous indique ok, on a un affaiblissement, mais on peut continuer à pousser à une plus grosse divergence baissière. Comme ici on a une première divergence baissière, on a quand même poussé à une deuxième divergence baissière. Et comme je dis, une divergence, ça nous indique, ok, on rentre potentiellement dans un range. Est-ce que les acheteurs vont retrouver de la force? Est-ce que les vendeurs vont récupérer d'un point de vue dynamique de prix, le contrôle sur les vendeurs, sur les acheteurs en cassant ce niveau-là? Ça, on peut pas le prévoir à l'avance, mais voilà, c'est un indicateur. Il n'y a pas d'indicateur miracle, mais ça nous donne une indication comme quoi on a un affaiblissement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur le footprint. Alors, pour vous contextualiser, ok, on va faire un petit cours assez sympa. Ici, on a notre zone où on a de la liquidité. Donc là, on a beaucoup de stop loss parce que beaucoup de shorters qui se disent, ok, si on a la cassure de ce niveau-là, on sort potentiellement de notre range, ok, on sort de notre dynamique baissière. Du coup, beaucoup de stop loss qui sont ici. On est venu les chercher. Et sur le footprint, on pouvait voir qu'on avait potentiellement ici, on était sur un top de marché. Le footprint, ça nous permet de voir à l'intérieur d'une bougie qu'est-ce qui se passe entre des acheteurs et des vendeurs agressifs. Je vous rappelle, vous avez deux types d'ordres. On a les ordres limites, ok. Là, c'est des ordres passifs, ok. On a des acheteurs et des vendeurs passifs. Vous rentrez votre ordre vous rentrez votre ordre, d'accord. Vous sélectionnez un prix qui vous intéresse pour rentrer ou sortir de position. Mais ça, c'est pas ce qui fait bouger le prix, d'accord? Ça, c'est des acheteurs ou des vendeurs passifs, c'est de la liquidité qui est en attente d'être exécutée, aller dans le carnet d'ordre, d'accord? Et aller en attente. On a aussi les ordres au marché. Ça, par contre, c'est ce qui fait bouger le prix, ok? C'est ce qui va impacter le prix à la hausse ou à la baisse. Tout ce qu'on voit ici à l'intérieur de nos bougies, c'est des ordres au marché, d'accord? Enfin, ça nous indique pas le nombre d'ordres, ça nous indique le nombre de BTC. Ici, c'est le nombre de contrats. Ici, sur ce prix-là, il y a eu 470 BTC qui ont été achetés de manière agressive. Alors, on ne sait pas si c'est 1, 2, 3, 15, 100 personnes, d'accord? On ne peut pas le savoir, mais ça nous permet de voir à l'intérieur d'une bougie les acheteurs agressifs et vendeurs agressifs, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est eux qui font bouger le prix. Ici, on voit par exemple, je le vois visuellement, on a assez rapidement il ne faut pas beaucoup d'éléments pour constater ça, juste une bougie, l'open interest et le delta, pour savoir que ici, il y a eu de la liquidation et de la fermeture de position short. Pourquoi? Parce qu'on a une bougie haussière, d'accord? On a un open interest qui baisse. L'open interest, ça nous permet de savoir c'est la somme entre les longues et les shorts. Donc un short qui s'ouvre, un long qui s'ouvre, ça va augmenter l'open interest, d'accord? Et une fermeture de position longue, une fermeture de position short, ça va faire baisser l'open interest, d'accord? Donc quand vous ouvrez un long ou un short, l'open interest monte, quand vous fermez un long ou un short, l'open interest baisse. Donc ça nous permet de voir s'il y a une augmentation des contrats, si on a de la fermeture de position, de l'ouverture de position, et c'est très pertinent pour faire le lien entre par exemple une bougie haussière, un open interest qui baisse, et ici on a un delta positif. Un delta positif, ça veut dire que dans cette bougie-là, il y a eu plus d'acheteurs agressifs
que de vendeurs agressifs. Maintenant, attention. Open interest qui baisse, donc c'est-à-dire on a de la fermeture de position. Là, vous allez me dire, ok, mais si on a de la fermeture de position, comment on a des acheteurs agressifs? Parce que je vous rappelle, pour être acheteur, il y a deux solutions. Soit vous faites un achat au marché, ok, donc vous voulez acheter, rentrer en position, soit vous êtes un shorter qui sort de position, d'accord? Vous faites soit liquider, vous faites soit stop loss, vous sortez manuellement de position. Parce que quand vous êtes un shorter, pour sortir de position, vous êtes un acheteur, ok? Quand vous longuez le marché, pour sortir de position, vous êtes un vendeur, d'accord? Donc, ici, un acheteur agressif, c'est soit quelqu'un qui rentre au marché tout de suite, qui veut se faire exécuter, ou c'est soit quelqu'un qui a déjà un ordre en cours, donc un short, et qui se fait stop loss, qui se fait liquider, ok? Et à l'inverse, une vente au marché, c'est soit quelqu'un qui a vendu parce qu'il veut rentrer en position, ou c'est soit un long, ok, un acheteur qui veut lui sortir de position, donc il vend sa position pour sortir de sa position, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ça c'est très important. Un long, c'est un futur vendeur, un shorter qui a une position en cours, c'est un futur acheteur. Et du coup là, c'est ce qui me permet de déterminer que bougie qui augmente, donc automatiquement une bougie qui augmente, on va pas liquider des longues, d'accord, vu que la bougie est haussière. Open interest qui baisse, donc on a de la clôture de position, donc soit c'est de la clôture de position longue, soit donc c'est de la clôture de position longue, donc ça peut être une prise de profit, d'accord, ou soit c'est de la prise de la liquidation short, d'accord. Et là visuellement, c'est de la liquidation short vu qu'on a un delta positif. Donc ça c'est un petit cours à part. Maintenant je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici on est sur alors pour vous montrer, on est ici sur notre top de marché, ok, d'accord, on voit, ok, on est ici. Donc ça, on voit à l'intérieur des bougies, d'accord. Donc sur cette bougie-là, on a open interest qui augmente, delta positif, et une bougie qui augmente. Ça nous indique que là, il y a des acheteurs agressifs. Ça pousse le prix plus haut, on a de l'ouverture de position. Est-ce que c'est de l'ouverture de position longue ou short? On a plus d'ouverture de position longue. Donc là, on a beaucoup d'acheteurs qui poussent, ok. Ici, on voit, on a énormément d'acheteurs, voilà, 305, 146. Là, il y a très peu de vendeurs qui répondent en face, d'accord, on le voit très bien. Donc, les acheteurs sont présents. Et qu'est-ce qui nous montre que on a des acheteurs qui sont fait absorber? C'est ici, tout en haut de notre mèche. Ici, là, on a la mèche et là, on a la bougie, ok. La bougie, elle s'ouvre ici, elle se ferme ici, et là, on a une mèche qui est ici, d'accord. La bougie, elle s'ouvre ici, elle se ferme ici, là, on a une mèche, là, on a une mèche, ok. De toute façon, si je me mets, voilà, ici, on a notre mèche. Tout en haut, on a eu 470 BTC, d'accord. Il y a eu énormément d'acheteurs agressifs au niveau des 31 500 $. Et on n'a pas augmenté plus haut, d'accord. On n'a pas augmenté plus haut. Donc énormément d'acheteurs agressifs qui ont poussé le prix, sauf que on n'a pas poussé plus haut. D'accord, je vous rappelle que c'est les acheteurs agressifs, c'est les ordres au marché qui font augmenter le prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas été plus haut alors qu'il y a eu énormément d'acheteurs? Donc si la demande logiquement est supérieure à l'offre, le prix augmente. Et moi ça nous indique tout simplement que juste au-dessus, il y a eu énormément de vendeurs passifs. Donc eux, c'est, comme je vous l'ai montré ici, il y a beaucoup d'ordres limites, donc des vendeurs passifs, d'accord, qui sont en attente d'être exécutés, qui bloquent le prix. Donc on a une absorption. On a énormément d'acheteurs qui poussent, qui veulent rentrer au marché tout de suite, des acheteurs agressifs. Ça pousse, ça essaie de casser, sauf que on a des vendeurs ici dans le carnet d'ordre qui rajoutent des ordres limites. Ils rajoutent et ils absorbent tous les acheteurs, d'accord. Et là on voit qu'on après on a une réaction vu qu'on a une mèche, ok, on clôture sur ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que tous les acheteurs qui sont rentrés ici se font piéger. Et ensuite voilà, on part dans une tendance baissière. Donc je vous rappelle, tous les acheteurs qui sont rentrés ici, ils ont la tête sous l'eau, et un acheteur, c'est quoi? C'est un futur vendeur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de grosse chute, parce que les acheteurs ici, ils sont potentiellement sortis ici, et on le voit, pareil. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Open interest qui chute, ça veut dire des fermetures de position, ok, donc fermeture de position soit longue, soit short, et qu'est-ce que je constate? Delta négatif, donc on a de la fermeture de position longue. Pourquoi longue? Parce que un long, c'est un vendeur, enfin un long actuel, c'est un futur vendeur. Donc là, il y a eu de la liquidation, ok, et on voit qu'on a liquidé des longues. Alors on peut pas savoir si c'est monsieur qui a acheté ici, qui s'est fait liquider, ça se trouve c'est monsieur qui a acheté ici, mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand en haut, sur le footprint comme ça, on a énormément d'acheteurs agressifs qui n'arrivent pas à passer, et qu'on clôture comme ça, c'est que on a beaucoup de vendeurs passifs, des ordres limites là, qui absorbent les acheteurs. Alors est-ce que c'est pour nous créer un top temporaire ou un top définitif? On peut pas le savoir, mais sur le moment,
quand on voit ça, on a ça sous les yeux, bah ça nous indique tout simplement que, ok, on a potentiellement trouvé un top de marché temporaire et qu'on a des vendeurs qui bloquent le prix à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, c'était globalement le petit cours, j'espère que c'est assez clair. Ce qu'il faut comprendre comme ça quand je parle d'order flow, de footprint, d'accord, c'est surtout déjà, le trading c'est un jeu à somme nulle, automatiquement quand vous avez un acheteur en face, vous avez un vendeur, d'accord, c'est obligatoire, et voilà, ce système de acheteur passif, acheteur agressif, vendeur passif, vendeur agressif, donc des ordres limites, c'est des acheteurs et vendeurs passifs, ils apportent de la liquidité qui sont en attente d'être exécutés, et les ordres au marché, c'est ça qui fait réellement bouger le marché, c'est des acheteurs et vendeurs agressifs, d'accord? Donc ça c'est important à comprendre. Et quand vous avez un long qui est ouvert, vous êtes un futur vendeur, quand vous avez un short qui est ouvert, vous êtes un futur acheteur. Donc quand on a une cascade de liquidation, de short, ils rachètent leur position, d'accord? C'est pour ça que des fois on a des short squeeze ou des long squeeze, parce que ici, voilà, tout ça, ici on a des shorts qui sont liquidés, donc on a des rachats de position et c'est pour ça que le prix peut fortement pump. Donc je sais c'est quelque chose de très technique, de toute façon je peux pas vous apprendre, je peux pas voilà faire des miracles en 10-15 minutes, c'est pas possible de rentrer à 100% dans les détails, mais voilà, c'est essentiel de temps en temps vous montrer ce qu'on peut voir à l'intérieur d'une bougie et ce qui nous permet de comprendre, parce que là, sur de l'analyse technique pure, ok, on peut pas savoir ce qui se passe. Ici, quand on regarde, on peut pas savoir, ok, est-ce que c'est des acheteurs, est-ce que c'est des vendeurs, est-ce qu'on a de la liquidation, on peut pas. Ici, avec l'order flow pur, tout simplement, on peut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie et en faire des déductions avec l'open interest et le delta, de savoir si on a des acheteurs qui sont absorbés, est-ce qu'on a de la liquidation, est-ce qu'on a de l'ouverture de position, etc., etc. Voilà, pour le BTC, j'ai terminé. On peut regarder notre collègue Ether assez rapidement. Bon, alors lui, ce qui est intéressant, c'est il réintègre son range, ok, son bad range là, tac, il le réintègre. Encourageant, ça serait bien de venir clôturer au-dessus de ce niveau-là. Pour le moment, sur Ether, on peut être toujours dans une dynamique baissière. On a pris la liquidité ici et on peut être toujours dans des sommets de plus en plus bas, d'accord? C'est pas comme le BTC où lui, il a cassé un gros niveau ici. Hop. Voilà, il a cassé ce niveau-là. Sur Ether, lui, on l'a pas encore cassé, donc j'aimerais bien une clôture au-dessus de ce niveau-là pour vraiment redevenir bullish sur Ether. Maintenant, on a validé une grosse divergence haussière ici. Hop, on a un W sur les MACD, donc affaiblissement des vendeurs. Donc ça, c'est également un élément encourageant. Maintenant, on a toujours notre Bitcoin dominance qui augmente bien, ok. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent investir sur les altcoins, méfiance, pour le moment, c'est Bitcoin le king. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, on est sur résistance, on attend de voir ce que le marché nous propose. Ça sert à rien de paniquer, de FOMO maintenant, ok, on est sur résistance. Alors je dis pas que c'est un top de marché, que le marché ne peut pas aller plus haut, ok, pour moi il a la force de continuer et d'aller chercher des targets beaucoup plus élevés, ok, on n'a pas, si je trace un Fibo de tout le mouvement baissier là, on n'a pas énormément retracé, hein. Alors oui, on a quand même fait un x2, ok, mais voilà. Une première target, les 0,382 au niveau des 36 000 $, c'est une target clairement réalisable. Ok, pour moi, le marché, il y a de grandes chances qu'ils viennent chercher cette target-là ou les 0,118 au niveau des 46 000 $. Et depuis ici, j'en parle. Depuis ici, vous pouvez regarder mes vidéos de décembre-janvier. J'en parle depuis un moment, comme quoi le marché, il y a très peu de chances qu'il touche ces 14 000 $ et qu'on a un rebond au niveau des 36 000 $. D'accord? Et pour le moment, on y va tranquillement, mais doucement. Ici, honnêtement, j'ai un peu douté quand on allait là, comme quoi j'ai douté, hein. Franchement, qu'on commence à structurer des M comme ça, c'était un peu bearish, ok. J'ai douté, mais bon, pour le moment, est-ce qu'on ira? J'en ai aucune idée, mais c'est des targets qui sont totalement réalisables, parce que si on prend ici notre top de marché, hop, avant d'avoir ce cycle haussier, on a eu un rebond, on est revenu chercher notre zone de rechargement, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, d'aller chercher nos 36 000 $, voire nos 47 000 $ ici, pour pourquoi pas poser un top de marché, alors ça je sais pas quand ça se fera, hein, mais voilà, on a notre halving qui va être c'est en mai 2024, et ben pourquoi pas revenir chercher notre épaule tête épaule qu'on a fait ici, nos 25 000 $, ok, revenir chercher ce niveau-là, et là poser un réel bottom. Parce que ça ressemblerait un peu à cette charte, c'est pas ce qu'on va faire à la perfection, mais c'est une éventualité de poser un top globalement entre les 35 000 et les 45 000 $, ok, poser un top de marché là, corriger, et voilà, aller chercher un autre bottom au niveau de l'halving vers les 25 000 $, pour après avoir le réel cycle qui nous propulsera vers des targets beaucoup plus élevés. Voilà, affaire à suivre. Moi, c'est un peu le scénario que j'ai en tête, donc j'aurai clairement une prise de profit sur des investissements spot dans cette zone-là. Ok, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, surtout sur la partie order flow, footprint, et vous voulez que je détaille un peu plus,
rejoignez le Discord, vous me posez un message, que vous n'avez pas compris, je vous expliquerai, on rentrera dans les détails beaucoup plus profondément. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.